Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial cuisse. Et pour vous gâter, Fabrice est revenu avec un nouveau micro. Salut Fabrice. Salut Rudy, oui j'ai parcouru tous les magasins pour trouver un nouveau micro. Alors, veux-tu nous annoncer ce petit plan du jour? Non, je vais pas annoncer de plan, mais ça va être consacré au cuisses. Je commence par l'anecdote, après tu as la question ultime, et ensuite on enchaînera sur les meilleurs exercices pour faire les cuisses, en espérant pas avoir perdu la moitié des auditeurs en cours du podcast. Et donc, je vais commencer par l'anecdote. C'est un follow-up rapport à notre podcast sur l'entraînement avec les machines, où on avait parlé de Casey Viator qui s'était entraîné avec Arthur Jones et les machines Nautilus en 1970. Donc, je vais rappeler l'anecdote vu que le podcast date de 3 semaines maintenant. Donc, en gros, Arthur Jones créait les machines Nautilus dans les années 70. Et il fait une expérience pendant un mois avec Casey Viator, qui est un jeune culturiste qui a aux alentours de 20 ans et qui vient d'être très bien classé à Mister America. Donc c'est Casey Viator, il est extrêmement doué, il fait 1m78, environ 90 kg. Et il se trouve que suite à une injection antitétanique, il fait une allergie et il perd beaucoup de muscles, il frôle la mort. Et du coup, il se met à peser 75 kg pour 1m78. C'est à ce moment-là que que Arthur Jones le met sous contrat, et pendant un mois, il va soi-disant s'entraîner sur les machines Nautilus 2 à 3 fois par semaine, en full body. En faisant du 8. Et pendant ce mois-ci, ouais, voilà, tout à fait, en faisant de l'entraînement à haute intensité, donc une ou deux séries par exercice, à l'échec musculaire, l'échec musculaire, voilà, comme le terme consacré. Et voilà, en 30 jours, il prend 28 kilos. Et il est énorme. Et il est énorme, et donc il y a des photos avant-après, elles sont disponibles sur le site de Superphysique dans l'article consacré à l'entraînement à haute intensité. Et ça lance sans doute un petit peu le marketing des machines Nautilus de l'époque. Et donc pendant longtemps, la grande question a été, est-ce que vraiment ce truc-là est vrai ? Est-ce que vraiment il a pris 28 kilos de muscles sans dopage en un mois en s'entraînant avec les machines Nautilus ? Et donc, dans les décennies qui ont suivi, le débat a eu lieu sur les forums internet, et il y en a quand même qui pensaient que très probablement il s'entraînait avec des barres et haltères plusieurs heures par jour en dehors des machines Nautilus, et qu'en plus il était dopé. Donc plus le fait qu'il reprenait du muscle qu'il avait perdu faisait que cette énorme progression avait été possible. Et donc pourquoi je parle de ça ? Parce que donc en ce moment, je suis dans une super salle de musculation qui est tenue par un passionné, une salle énorme qui ressemble à une salle américaine. Et il se trouve que le type qui est passionné a fait venir dans sa salle des machines Nautilus qui datent justement de 1970. Et elles ne sont pas rouillées. Et donc j'ai pu... Non, elles sont pas rouillées, mais effectivement, donc c'est une résistance à chaîne. Il y a ce qu'on appelle une friction énorme. Donc du coup, quand tu pousses, c'est difficile. Et par contre, quand tu relâches, et ben le truc, j'exagère un peu, mais c'est comme si le poids se retenait tout seul parce que la résistance est à chaîne. Bah c'est ah ouais, pas t'as aucune négative, quoi. Voilà, t'as pas de négatif, c'est pas bien convergent, c'est mal foutu. C'est hyper désagréable. Et donc, avec ces machines-là, tu vas exploser Fabrice, donc comme Casey Viator. Voilà, et donc, c'était pour ça que d'où l'anecdote. En fait, en l'an 2000, quand je m'intéressais à Arthur Jones et à ses machines Nautilus, j'avais vu que Michael Gundil, donc qui est bien connu aujourd'hui parce qu'il a écrit des livres sur la musculation, avait plein de machines Nautilus chez lui. Donc je lui avais écrit pour demander si je pouvais aller voir. Il m'avait invité chez lui, j'en avais testé, etc. Mais ces machines à lui, je crois qu'elles dataient des années 80, et en plus il les avait pas mal trafiquées, donc du coup elles correspondaient pas vraiment à ce qu'avait vécu Casey Viator. Mais donc comme là les machines qui sont dans la salle, il y en a quelques-unes, elles datent vraiment de 1970, hein, c'est collector, en fait ça coûtait plus cher que des machines neuves, et ben j'ai pu les tester. Et notamment il y a une machine qui est à la fois un pec deck, donc un truc pour rapprocher les pectoraux, et en même temps un développé assis, puisque Arthur Jones pensait que la pré-fatigue était une bonne chose. Donc l'idée c'était que tu faisais les deux sur la même machine.
Donc déjà par la suite, on a vu que la pré-fatigue, en fait, ça c'était pas bien, mais bon, passons. Et donc toujours est-il que j'ai testé, et je peux vous dire qu'il y a absolument aucune possibilité que Caselliator ait pu se muscler un tant soit peu avec les machines Nautilus, quoi. C'est Alors, strictement impossible. combien as-tu perdu de tours de bras en quelques semaines? Non, mais évidemment, je me suis pas entraîné dessus tous les jours, mais donc j'ai juste fait le test une fois, et bon, il suffit de tester pour se rendre compte que tout le truc est du vent, et qu'effectivement, il devait s'entraîner barre halter à côté, si tant est même qu'il se soit entraîné durant le mois en question sur les machines Nautilus. Non, mais le problème voilà. est toujours le même, comme on l'avait dit dans notre podcast, c'est de trouver des bonnes machines, étant donné que la plupart sont vraiment pourries, et ben c'est toujours plus efficace d'entraîner avec barre et halter, malheureusement, si on peut dire. Ouais, mais en même temps, je peux dire qu'il y a quand même eu du chemin parcouru parce que les premières machines là, vraiment, c'est très mauvais. La résistance à chaîne, c'est absolument horrible. C'est pas convergent. Enfin bref. Voilà pour l'anecdote. Donc, quand les youtubeurs racontent des bêtises sur Internet pour vendre des choses, ben, finalement, ils ne font que refaire ce que faisait Arthur Jones dans les années 70. Hein. Ah oui, mais c'est vieux comme le monde de raconter des conneries, d'être un escroc pour vendre son truc. Hein. On en voit. C'est toujours pareil, de toute façon. Hein. Alors, donc ça, c'était pour l'anecdote du jour. Maintenant, nous allons passer à l'expérience de pensée du jour. Est-ce que prêt, Rudy ? Je suis prêt. Donc, tu vas avoir, imagine, tu trouves une bouteille dans la mer, tu l'ouvres, et il se trouve que tu as un génie qui en sort, un djinn, je crois qu'on dit, et il te propose deux possibilités. Première possibilité, tu as le haut du corps d'Arnold Schwarzenegger, donc autour de 52 bras, les abdominaux qui vont bien, le dos, tout ça, donc Arnold Schwarzenegger pour le haut. Par contre, pour les cuisses, tu as les cuisses des Romains dans Astérix et Obélix. Tu connais la bande. Ils ont des cuisses assez petites. Donc en gros, tu as le choix entre avoir le corps d'Arnold Schwarzenegger et environ 52 tours de cuisse, ou alors tu restes exactement tel que tu es aujourd'hui. Et donc, que vas-tu choisir, Rudy ? Bah, avant de répondre, j'ai une anecdote. J'ai vu récemment une photo du chanteur français, du rappeur français Booba. Je sais pas si tu l'as vu, elle a défilé un peu sur les réseaux sociaux, qui justement est un peu dans ce cas de figure qui est énorme du haut et qui n'a jamais travaillé ses cuisses et qui a les bras aussi gros que les cuisses. Je sais pas si t'as vu ça, et donc c'est assez. Bah, je t'enverrai la photo, je la mettrai tout à l'heure sur le forum, mais ça ressemble exactement à ce que tu me proposes. donc évidemment, je vais rester comme je suis, parce que c'est pas normal d'avoir des bras de la taille de ses cuisses. Et c'est pour ça qu'on fait un podcast sur les cuisses, sans doute aujourd'hui. C'est parce que on se rend compte que de moins en moins de personnes aujourd'hui travaillent les cuisses, ont de moins en moins envie de se faire mal. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce dont j'ai parlé dans mon podcast qui est sorti lundi sur le mien, en disant justement que de plus en plus de personnes en fait ne comprenaient pas que pour avoir des progrès à un moment, fallait forcer, fallait se faire mal, fallait souffrir entre guillemets. Et les cuisses, c'est l'exemple type du type de travail qui est difficile, qui est dur, et donc personne ou presque ne les fait aujourd'hui, quoi, du moins efficacement. Ouais, c'est-à-dire que les cuisses, quoi que tu fasses, pour le coup, que tu les fasses à la machine avec la presse à cuisse, ou que tu les fasses en faisant du squat, du front squat, ou même au poids de corps, en faisant des pistoles ou d'autres exercices qu'on va voir après, l'entraînement des cuisses reste difficile et fait mal, parce que voilà, c'est un gros muscle, et donc du coup, le fait de le contracter et qu'il y ait de l'acide lactique qui aille dedans, fait que c'est difficile. Et donc, justement, manifestement, le rappeur dont tu parles et d'autres personnes en salle ont un peu ce look où ils misent tout sur le haut du corps et pas grand-chose sur les cuisses. Mais pour sauver la face de l'ego, ils ont quand même quelques petites excuses pour ne pas entraîner les cuisses. Oui, je joue au foot. Voilà. Donc ça, je voulais faire avec toi le palmarès des excuses qu'on a pu lire sur le forum Superphysique. Donc, la première, c'est je joue au foot. Mais il y a pire, j'ai fait du foot au lycée. C'est-à-dire que c'est même plus qu'il fait du foot, mais il en a fait au lycée, alors il considère qu'il a plus besoin d'entraîner les cuisses. Donc il y a celle-là. T'en as une autre qui te vient en tête ? Oui, il y a aussi celle, je fais du vélo. Je vais en vélo au travail. Oui, c'est une variante. C'est une variante. Alors il y en a une qui est encore pire, c'est ma copine veut pas que j'ai des grosses cuisses. Donc là, tu vois, il assume même pas son excuse, c'est de la faute de la copine. Sinon, il a des trop grosses cuisses. C'est toujours de la faute des autres, de toute façon. Et alors, il y en a une autre qui est drôle aussi.
c'est je ne trouve pas de jean à ma taille, donc je veux pas faire grossir plus mes cuisses. Alors celle-là, elle est drôle parce que même toi qui as des cuisses énormes, bah, on se rend pas compte parce que t'es grand, mais t'as des bonnes cuisses. Toi, tu en trouves des jeans à ta taille. Donc Ouais, c'est ouais, vraiment mon problème, c'est plutôt la longueur, en fait. La longueur et le tour de taille, quoi, mais c'est vrai que, bah, aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeans qui sont, élastiques. Je sais pas si t'en as, qui sont un peu avec élastane. bah, c'est beaucoup plus facile en plus maintenant de trouver quelque chose qui va bien, même quand on a des grosses cuisses. Il n'y a pas besoin d'en essayer 50 000, il y en a plein qui vont maintenant. Ouais, alors qu'avant, on se faisait vraiment chier pour trouver le truc, etc. Mais au pire, bah voilà, tu mets une ceinture, bah c'est comme avec mes shorts, j'ai plein de shorts, je suis obligé de les prendre larges, car double XL pour les cuisses et le cul, mais malheureusement à la taille, bon bah, je suis obligé de faire un point de couture, en tout cas, de faire un point de couture. Mais Oui, bah, nous aussi, en fait, quand j'entraînais les cuisses beaucoup avec du back squat, en fait, j'avais à peu près un peu moins de 67 cm à chaud et puis j'avais 64-65 à froid. Bon, avec un petit peu de gras, hein, c'était pas des cuisses de niveau de compétition de culturiste. Et effectivement, pour les pantalons de costume, la taille 42, c'était ce qu'il m'aurait fallu, mais les cuisses rentraient pas. Donc tu dois prendre 44 ou 46, puis donc faut ajuster avec la couture. Mais bon, ça n'est pas une bonne excuse pour ne pas entraîner les cuisses de toute façon. ah, c'est sûr. Mais peut-être que la nouvelle mode bientôt sera d'aller à la plage en pantalon. On sait pas. Et donc, il y a plus besoin de travailler les cuisses si on est tout le temps en pantalon. Peut-être. Alors, avant d'attaquer les exercices pour les cuisses, je voulais revenir sur un possible mythe, ou en tout cas un point de questionnement qu'on avait sur les forums superphysiques dans les années 2000, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, mais qu'on avait dans les années 2000, c'est de dire, est-ce que l'entraînement des cuisses peut être anabolique pour le haut du corps, et est-ce que, voire même, si avoir des petites cuisses pouvait limiter au naturel pour progresser pour le haut du corps? Bah, tu rigoles, Et à l'époque, j'ai encore vu cette question il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qui était encore abordée, et j'ai encore vu donc cette idée reçue qui était de dire faites du squat, faites les cuisses, parce que ça va vous aider à prendre des bras, des pecs, etc. Bah oui, mais c'est ce qu'on croyait dans les années 2000, c'est ce que disait Arthur Jones et d'autres personnes qui promulguaient l'entraînement à haute intensité ou l'entraînement dit pour calérien, qui était basé sur le squat en série de 20 répétitions, et vraiment on pensait que ça allait être anabolique, quoi. Ouais, bah parce qu'on pensait, à l'époque, on avait moins de notions que maintenant, on pensait que lorsque tu produisais, par exemple quand vous faites les cuisses, je sais plus dans quel podcast j'en ai parlé dans le podcast musculation et vieillissement qu'on a fait avec Arnaud la semaine dernière, mais par exemple quand je fais les cuisses, bah je sens que ça m'augmente le taux de testostérone, je suis plus agressif, je sens que, voilà, c'est un peu décuplé. Mais ce qu'on savait pas à l'époque, c'est que quand c'est augmenté de manière générale, ça n'a aucun impact à un autre endroit en fait. Lorsqu'on travaille un muscle, ça agit au niveau de ce muscle-là et ça n'agit pas au niveau des autres muscles. Ça n'active pas les récepteurs. Et c'est pourquoi on s'en est aperçu, et notamment quand j'ai fait pas mal de pharmacologie, que ce qui comptait, c'était plus que la production générale, ce qu'on appelle endocrine, c'était la production d'hormones et l'activation des récepteurs de manière locale. Et c'est ce qu'on appelle des sécrétions d'hormones sur un mode paracrine ou autocrine, par la cellule elle-même, ou pour les cellules qui sont aux alentours. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on prend du muscle. Et donc, à l'inverse de ce qu'on pensait, de ce qu'on a cru pendant longtemps, faire les cuisses, notamment faire du squat ou de la presse en forçant, etc., n'aide pas à progresser sur le haut du corps, ça limite même la progression sur le haut du corps. Et c'est quelque chose que j'ai expliqué notamment, tu vas pas t'en souvenir, mais quand tu avais lu le tome 1 de la méthode Superphysique, j'ai pu remarquer, en fait, que sur le développement musculaire, c'est comme si on avait chacun, 100 points, car certains avaient 120 points, 80 points, etc. Mais on va prendre 100 points. Imagine, t'as 100 points de développement, et une fois que t'as, imagine que t'es doué pour les cuisses, t'entraînes les cuisses, t'as dépensé 80 points, et ben il te reste que 20 points pour le reste du corps. Et c'est pour ça que parfois, on voit, notamment quand je fais des analyses morpho-anatomiques, je vois des personnes qui ont des cuisses énormes et qui n'arrivent plus à développer le haut, comme si en fait elles avaient épuisé leur potentiel global de développement musculaire. Et donc, au contraire, faire en plus des séances dures pour les cuisses, ça fatigue. Et ça fatigue bien plus que de faire une séance pour les bras, etc. Et donc, cette fatigue a un impact négatif sur l'entraînement des autres muscles. Donc, on est très loin de l'idée, comme tu disais, de Arthur Jones, de Stuart Mark Robert, même de Casey Butt, etc., qui préconisaient, donc, on parlait du squat en série longue, mais même du soulevé de terre. Je me souviens qu'on avait Mousse sur le forum, qui faisait des séries de 20 au soulevé de terre chaque semaine en progressant, en cyclant. Et donc on est très loin de cette idée-là. En fait, ça crève. Hein. Tu sens très bien. De toute façon, si tu fais une grosse séance cuisse
moi je sais quand je fais ma grosse séance cuisse qui a lieu le jeudi, donc demain, bah je sais que le lendemain, faut pas que j'aille faire une grosse séance, quoi. C'est pour ça que le lendemain, bah je fais les bras, quoi. Comme ça va. Mais effectivement, c'est tout l'inverse de ce qu'on pensait, c'est que ça n'aide pas, au contraire, une réponse anabolisante, du moins une augmentation de la testostérone de manière générale, ou même de l'hormone de croissance de manière générale, n'a d'impact que de manière locale de là où on a travaillé, pas sur les autres muscles. Sinon, ce serait trop facile, hein. C'est comme si tu dis, je fais de la course à pied, je fais des sprints, ça augmente tout, et puis je prends des pectoraux et puis des bras, je prends de partout. Et dans le cas, dans la réalité en tout cas, c'est comme la perte de graisse, hein. On gagne ou on perd majoritairement de là où ça travaille, quoi. Oui, enfin, pour la perte de graisse, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Et donc, en gros, là, on vient de donner une excuse rationnelle pour ne pas entraîner les cuisses. Oui, mais c'est une excuse rationnelle. Après, tout dépend des buts de chacun. C'est sûr que si tu veux les bras les plus gros possibles, si ton but c'est que les bras, bah, je sais pas si t'as un intérêt particulier à faire les cuisses. Voilà. Maintenant, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, faut dire les choses telles qu'elles sont. Le but, c'est d'être équilibré, c'est d'être en bonne forme, et on sait que avoir de la force dans les cuisses, etc., c'est quand même très important pour pouvoir être mobile, pour pouvoir se déplacer. On voit en plus qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont du mal à bouger, qui n'arrivent plus à se lever de leur canapé, de leur chaise, etc. Et justement, travailler les cuisses, redévelopper la force, maintenir sa force au niveau des cuisses, permet d'être plus indépendant. Donc, une excuse. Après, c'est comme tout, c'est une histoire d'objectif, j'ai envie de dire, hein. Si on a envie de ressembler à un flamant rose, d'avoir les bras plus gros que les cuisses, bon bah, ça peut être ton objectif. Nous, c'est pas notre cas, notre objectif, mais C'est sûr. Après, il peut y avoir un avantage autre pour entraîner les cuisses, c'est les personnes qui n'ont pas d'appétit. Parce que entraîner les cuisses, en général, on a faim et ça favorise le fait de manger. Et là, par contre, si tu manges beaucoup et que tu as ta bonne dose de calories, là, ça peut t'aider à prendre des bras. Alors que si tu n'avais pas faim, puis que tu avais du mal à manger, puis que tu mangeais comme un oiseau, t'as beau entraîner des bras, il y a quand même peu de chances qu'ils grossissent si tu n'as pas l'apport calorique suffisant. C'est sûr qu'après une séance de cuisses, tu sens que t'as faim, tu sens que, voilà. Après une séance de bras, bon, en général, t'es pas très fatigué, tu ressens pas, ouais, t'as pas spécialement faim, quoi. T'es normal, quoi. C'est vrai que l'effort là n'a rien à voir, hein. Mais de toute façon, on sent bien que quand on fait un effort, notre corps nous fait ressentir, du moins avec l'expérience, si il a besoin de manger, s'il a pas besoin de manger. On voit bien que le corps est quand même bien fait lorsque on est bien régulé. Et alors, est-ce que toi, de cuisse, tu stresses la veille, par exemple? Bah, je stresse seulement si c'est une grosse séance et que j'approche de mes fins de cycle. Donc là, pour demain, par exemple, je stresse pas trop parce que je viens de recycler là en série de 6 au squat avant. Donc squat avant pour les Super Physique Games. Et donc, bah, c'est la première séance en série de 6. Donc je stresse un peu, mais ça va. Alors que la semaine dernière, c'était la fin de mon cycle en série de 8. Et là, je stressais, putain, tu sais, t'as l'appréhension, en fait. Je sais pas si tu te souviens de Frank B sur le forum. Oui, je me souviens bien. Qui faisait des séries très longues aux cuisses. Ouais. Voilà, il y a son interview sur le site. De toute façon, on vous mettra des liens comme d'habitude en dessous du podcast. Et Frank B, lui, justement, il faisait des séries très très longues, des séries de 50, de 100, de 150, etc. Il disait que des fois, il repoussait même ses séances tellement il avait l'appréhension. Et c'est vrai que les cuisses, comparativement aux autres muscles, genre si on fait même du rowing, de développé couché, etc., ben on n'a pas la même appréhension. Les cuisses, on sait que ça va être dur, on sait qu'il va falloir se mettre dedans, on sait que, et c'est vrai, ouais, sur les grosses séances, on a une appréhension, on a du stress, en fait, parce qu'on sait que ça va être difficile et que, ouais, il va falloir se mettre dedans. Donc là, pour demain, ça va, mais d'ici 2-3 semaines, je vais, je sais que, bah, justement, tiens, anecdote, pour les Super Physique Games, l'année dernière, donc il y avait du squat à la place du squat avant, et donc tout le monde en fait avait l'appréhension avant de passer parce que tout le monde se disait combien on va faire de reps, etc. Et tout le monde savait que, alors au Super Physique Games, t'as développé couché, t'as traction, t'as dips, t'as rowing et puis t'avais squat. Et donc quand tu fais développé couché en série longue ou traction en série longue, tu te dis bon, 3 minutes après, ça va quoi. T'es un peu congestionné mais ça va. Alors que quand tu faisais le squat, tous les mecs disaient ah non c'est trop léger. Et pourtant on faisait le même nombre de répétitions, hein. Mais ils disaient tous ah non on va être mort. Et c'est vrai, après le squat, tout le monde était mort quoi. Tout le monde avait besoin de 10, 15, 20 minutes pour revenir bien quoi. Donc ouais c'est pas le même effort, hein. C'est il y avait un mythe à l'époque sur le forum, je me souviens, on disait les cuisses c'est pour les guerriers. Oui, ou si tu fais pas si t'entraînes pas les cuisses, tu fais pas de muscu.
Ce qui est un peu vrai. Ce qui est moins vrai, c'est de dire si tu fais pas de squat, tu fais pas de muscu. Ça, on a vu que fallait pas trop jouer avec cette anecdote-là parce que il y avait beaucoup de chances de se faire mal au dos, mais bon, celui qui entraîne pas les cuisses, on peut pas dire qu'il fasse vraiment de la musculation. Il sait pas vraiment ce qu'est l'effort lié à la musculation. Ouais, bah c'est sûr que si tu restes allongé sur un banc, on n'appelle pas ça du sport. Maintenant, quand tu fais les cuisses, là, on peut considérer que c'est du sport. Faire du développé couché sur un banc, développé incliné sur un banc, écarté sur un banc, bon, c'est bouger quoi. C'est bouger un petit peu. Et ça n'a rien à voir avec une séance de cuisses quoi. Ben, en tout cas, comme toi, j'ai toujours une appréhension avant la séance de cuisses et après toutes ces années, ça n'a pas changé. Ah, c'est même pire. Moi, j'ai l'impression que c'est même pire qu'avant, non? Tu sens pas avec le temps? Moi, je sens que avant, plus jeune, en tout cas, je me posais moins de questions, etc. Même s'il y avait de l'appréhension. Et là, je sens, parce que j'arrive dans des poids encore plus lourds, je bats meilleur corps, etc. Et je me dis, putain, qu'il faut être dedans, quoi. Et c'est encore une fois, c'est une question d'envie, hein. Est-ce qu'on a envie de progresser? Comme à l'époque, on disait, soit tu veux du muscle, soit tu n'en veux pas. Ouais, ben, après, ça revient aussi à un podcast qu'on avait fait sur la motivation. Il y a des fois, il y a l'envie, puis il y a des fois, c'est un peu l'habitude, hein, parce que on n'est pas motivé, mais bon, on est tellement habitué à le faire que de toute façon, on y va, puis après, une fois qu'on est dedans, ça passe. Mais bon. Et d'ailleurs, justement, c'était une question que je voulais aborder à la fin du podcast, mais je vais l'aborder tout de suite. C'est le nombre de fois qu'il faut entraîner les cuisses par semaine. Donc sur les programmes Cyberphysique ou même toi, je crois que tu as plutôt tendance à les faire une seule fois par semaine. Tu vas me confirmer? Oui, bah moi, en moyenne, je l'ai fait une fois par semaine, effectivement. Actuellement, c'est ça. Actuellement, ouais. Mais j'ai déjà fait 2 fois par semaine à certaines périodes. Et donc, moi, j'ai expérimenté plein de choses, mais justement, une fois par semaine, en fait, ça me va pas parce que je perds le mental. Donc, je sais pas trop comment expliquer. En fait, il y a trop de pauses entre les fois où je fais les cuisses, et du coup, je perds le mental pour les faire, et en plus, je trouve ça très difficile. Alors que j'avais essayé de les faire 3 fois par semaine en suivant un cycle au squat. Donc là, c'est pas 3 fois par semaine pur muscu avec plein d'exercices, mais c'était juste de faire un cycle de squat. Donc avec. C'était le cycle russe, non? Voilà, c'est ça, qui est sur le site internet, qui est pas mal. Hein, il fonctionne bien. Je l'ai fait plein de fois. Donc en gros, il y a une séance où on fait 6 séries de 2 répétitions à 80% d'intensité, et la séance d'après. On travaille autour de 4 séries de 5 ou 5 séries de 5 et petit à petit, le poids de la séance lourde augmente de séance en séance, tandis que celui des 6 séries de 2 répétitions reste le même. Et grosso modo, on fait du squat 3 fois par semaine. Et le cycle marche bien, même s'il y a des séances qui sont difficiles. Et donc celui-là, je l'aimais bien parce que du coup, t'es bien dans le mental, tu vois, t'es dans le truc. Tu fais 3 fois par semaine, t'as l'habitude. Le problème, c'est que tout le reste de la séance de muscu, que ce soit les bras ou les pecs ou le dos, en pâtit parce que t'as commencé par le squat. Donc du coup, c'est pas terrible. Et là, ce que j'aime bien en fait, c'est faire 2 séances. Donc une séance où je fais les cuisses plus d'autres choses, donc par exemple le pec biceps, et une autre séance où je fais dos, épaules, triceps. Et j'alterne les séances une fois sur 2. Et du coup, ça me permet d'entraîner les cuisses à peu près une fois tous les 5 jours. Ça dépend des semaines selon l'ordre d'alternance, mais grosso modo, c'est ça. Et j'ai remarqué que c'était une bonne fréquence pour moi. Et donc, tout ça pour dire que si jamais il y en a qui sont pas motivés du tout pour entraîner les cuisses et qu'ils les font qu'une fois par semaine, et peut-être qu'au contraire, la solution, ça peut être d'augmenter un peu la fréquence. Comme ça, vous restez dedans et vous n'avez pas une seule grosse séance dans la semaine qui est hyper difficile. Non, c'est vrai, moi j'ai fait ça pendant un moment. Donc je crois que c'était il y a 2 ans. Je faisais plus de séances de cuisses sur la semaine, mais en fait, à la fin de chaque séance, je faisais entre 1 et 2 exercices pour les cuisses. Donc il y avait une séance où je faisais du squat, il y avait une séance où je faisais tout ce qui était hip thrust, ischio-jambier, une séance où je faisais des mollets, et puis il y avait une autre séance où je faisais de la presse. Donc je faisais un peu de cuisse à chaque séance pour justement éviter de me retrouver avec une séance qui allait me tuer. Voilà, c'est ça. Parce que quand il y a une séance avec 4 exos pour les cuisses, enfin une pure séance de body, quand même c'est dur. Et d'ailleurs, il y en a sur le forum Superphysique qui disent qu'ils n'arrivent pas à terminer leur séance de cuisses. Mais peut-être que la solution, c'est de l'écouter un petit peu puis de faire plus fréquemment. Souvent, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand on fait un split, on a tendance à en faire beaucoup pour chaque muscle. Et là, pour les cuisses, comme c'est difficile psychologiquement,
on a peut-être tout intérêt à faire, à diviser la séance en deux et la mettre. Je me souviens, il y avait pas mal de répartitions comme ça à un moment qui était à la mode. C'était de faire dos, ischio, mollet, et puis à l'autre coup de faire quad fessier. Donc là, ça réduisait aussi pas mal le volume de la séance, parce que quand tu fais quad fessier, franchement c'est assez rapide quoi. T'as 3 exos, allez 4 exos à la rigueur, et encore pas tous des polyarticulaires. Donc effectivement, on peut peut-être jouer sur la fréquence ou diviser en tout cas sa séance pour ceux en tout cas qui ne sont pas très motivés à faire les cuisses. Voilà. Moi ce que je conseille aux mecs qui sont pas très motivés, parce que j'en ai à la salle donc au Super Physique Gym, je leur dis commence, tu te mets à la presse en fin de séance et tu commences par 4 séries de 20. Voilà, tu fais 4 séries de 20 2 fois par semaine à la presse. Et progressivement, quand les mecs vont commencer à voir les progrès, voir qu'ils ont les cuisses qui gonflent, qui prennent, etc., là, après, ils arrivent à se mettre dedans, en fait. Mais faut commencer, c'est comme d'habitude. Le plus dur, en fait, c'est de commencer. Une fois que t'as commencé, t'es dedans, et puis t'y vas, quoi. Ah ouais, même 4 séries de 20, t'es rude, hein. Parce que les séries de 20 sont assez difficiles, même à la presse à cuisse. Ouais, parce que en commençant par 4 séries de 12, éventuellement, ça peut... Ouais, mais c'est parce que souvent, les mecs qui sont à la salle, qui débutent dans les cuisses, ils démarrent avec la presse à cuisse à vide, en fait. C'est en fait, peu importe le nombre de reps, en fait, ils vont démarrer à vide, et puis ils vont mettre 5 kilos, 10 kilos. Alors qu'à la presse à cuisse, en tout cas sur celle que j'ai, la hoist, t'arrives vite à 20 répétitions à 100 kilos, et pour les très très bons, à 20 à 200, 20 à 250, quoi. Donc, je vois. C'est histoire qu'il bouge un peu et que ça fasse un peu un effort, parce que 4 x 12 à vide, autant faire du squat à vide, quoi. Et donc justement à ce stade du podcast, donc pour continuer sur l'entraînement des cuisses, ce que je te propose c'est que toi tu me donnes tes 3 exercices préférés pour les cuisses en salle, et donc moi pour faire un peu différent, je vais donner les 3 meilleurs exercices pour les cuisses qu'on peut faire à la maison juste avec 2 haltères. Et puis comme ça chacun n'aura aucune excuse pour ne pas entraîner les cuisses qui s'entraînent chez lui ou à la salle. Alors à toi la parole, ton premier pour les cuisses en salle. En ce moment je fais du front squat, donc je dirais front squat, à moins qu'on ait dans sa salle un super hack squat. Donc nous on a la chance Super Physique Gym d'en avoir un, mais dans la plupart des salles malheureusement il n'y a pas de super hack squat, et donc ça peut être avantageusement remplacé par du front squat, à condition de bien apprendre la technique de base, de bien placer la barre, etc. Mais je dirais front squat ou hack squat en premier. Voilà, donc pour l'histoire, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. En fait, pendant longtemps, nous on était plutôt en faveur du squat arrière, mais vraiment il y a trop de problèmes au bas du dos avec le squat arrière, il y a trop de risques de se blesser, et donc petit à petit, aussi bien toi que moi, on privilégie maintenant, ou même on ne fait plus que du squat avant si on doit faire du squat. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est ce qui, en fait, comme on voit de plus en plus de personnes se blesser au dos, etc. Donc avec le squat, avec le soulevé de terre, etc. Et comme on a une certaine responsabilité, notamment avec le club Super Physique là-dessus, cette année, j'ai dit, voilà, on va réduire encore les risques, parce que le but des Super Physique Games, c'est des concours qu'on organise, c'est de promouvoir la musculation pour les pratiquants sans dopage, et puis de durer en même temps, aussi faire attention à sa santé. On s'est dit, squat avant, parce qu'au squat arrière, ça va vite, et même si on voit des Golgoth qui survivent, qui mettent super lourd, etc. au squat, très rares sont ceux qui durent en bon état, quoi. Très très rares. Donc c'est pour ça, oui, effectivement, on est plus sur le squat avant, qui permet de faire les cuisses en ayant le buste vertical, parce que s'il n'est pas vertical, la barre tombe, et dans ce cas-là, forcément, il n'y a plus de risque. Alors qu'au squat, on peut avoir un énorme porte-à-faux, pencher en avant, et puis monter quand même la barre. Et dans ce cas-là, autant dire que la pression est énorme, et la moindre erreur peut vite se payer. Hein. C'est ça. Alors maintenant, mon premier exercice pour celui qui s'entraîne à la maison, donc on en avait déjà parlé dans un des premiers podcasts, et donc je propose les fentes arrière avec haltères, donc je vais réexpliquer pourquoi. Donc les fentes, c'est un très bon exercice pour les cuisses, hein. Vraiment on sent le quadriceps et les fessiers. Si vous n'en avez jamais fait et que vous faites 4 séries de 12 ou 20 répétitions sérieusement, je vous garantis des courbatures aux fessiers. Et même les quadriceps travaillent pas mal. Et avec 2 haltères, donc comme j'aime bien dire en salle j'ai l'impression que tout le monde fait des fentes avec des haltères de 14 kilos. Parce que déjà c'est assez difficile, même avec des haltères de 14 kilos, mais on peut monter. Moi, j'en ai déjà fait avec des haltères de 30 kilos et des sangles. Et je suis pas un Golgoth, donc je pense que quelqu'un comme toi, Rudy, pourrait probablement mettre plus. Ouais. C'est qu'après, c'est pas
c'est pas très confortable parce que les haltères se balancent, il y a les trapèzes congestionnent à mort. Donc c'est pas un exercice idéal pour se retrouver avec des cuisses de Mike François. Mais en tout cas, ça permet déjà de se construire des cuisses décentes par rapport à quelqu'un qui fait pas de musculation, et aussi de beaux fessiers pour celui qui veut plaire à la jante féminine. Et donc pourquoi des fentes arrière? Donc il y a plusieurs possibilités pour les fentes. On peut les faire en marchant, on peut les faire sur place en avançant. Et donc, ça va travailler plus ou moins le quadriceps et mettre plus ou moins de stress sur le genou. Et de mes nombreux tests, j'ai remarqué que faire des fentes arrière, donc sur place, on fait un pas en arrière, on revient pieds joints, on fait un autre pas en arrière, on revient pieds joints. C'est assez peu stressant pour l'articulation du genou. Et pour autant, le quadriceps et les fessiers travaillent bien, donc du coup, c'est une variante que j'ai tendance à privilégier. Et donc, ce serait mon premier exercice avec 2 haltères. Et c'est un exercice assez éprouvant. Il y a une petite composante cardio, si on peut dire, quand on le fait, parce que comme il faut faire une jambe par jambe, si vous faites une série de 12, ça fait une série de 24, entre guillemets. Ça dure environ 1 minute 30. Et si vous la faites sérieusement, la série, après un échauffement, et déjà, il y a des gouttes de sueur qui vont perler sur votre front. Et donc, moi, ça fait un moment que j'en fais maintenant des fentes comme ça. Et vraiment, à chaque fois, entre la partie de la séance avant et la partie de la séance après la première série, des fois, il y a des gouttes de sueur qui apparaissent. C'est assez systématique. Ah non, mais ce sont les exercices où il y a une notion de gainage et qui sont donc en plus unilatérales, donc c'est encore plus dur d'un point de vue gainage. Ah, c'est sûr que ça te crête, c'est comme le rowing à un bras, en fait. Avec halter, c'est des exercices où quand tu les fais, tu sens que tu fais du sport. c'est ça. Et donc après toi, le front squat ou le hack squat si disponible, quel exercice tu placerais en deuxième? Je placerais la presse à cuisse, mais alors là, c'est pareil, c'est tout un casse-tête de trouver une bonne presse à cuisse qui coulisse bien, sans frottement, avec un gros plateau, etc. Alors, anecdote, quand j'avais 18 ou 19 ans, je faisais les cuisses chez mes parents, donc dans le garage, on avait aménagé une petite salle de musculation, que vous avez déjà dû voir sur des vidéos. Si vous nous suivez depuis longtemps, il y a d'ailleurs une vidéo dessus sur ma fiche membre sur le site Superphysique dans la catégorie team. Et en fait, j'avais acheté une presse à cuisse d'occasion à un particulier. Et le problème, c'est que le plateau était minuscule. Et étant donné que je suis assez large de bassin et que je suis assez raide des chevilles, malgré toutes mes séances de mobilité, on a été obligé de modifier le plateau, donc avec mon pote Brice. Salut Brice. Et on a mis un énorme plateau en bois pour que je puisse faire les cuisses dessus. Et donc, quand j'ai eu le Superphysique Gym, en fait, mon premier truc, ça a été de trouver une presse à cuisse sur laquelle je pouvais faire, en fait, de la presse à cuisse en étant à l'aise. Parce que la plupart des presses à cuisse, en fait, sont mal foutues, ça ne coulisse pas. Des fois, c'est avec des plaques, etc. Donc, ça va pas du tout. Faut toujours privilégier les presses à cuisse où on met les poids soi-même. Et le plateau est souvent minuscule. Et c'est pourquoi, en fait, finalement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait très peu de bonnes presses à cuisse. Et heureusement que je m'entraîne et que j'ai pu donc choisir une bonne presse à cuisse pour la salle. Alors sans citer de marque, il y en a quand même très très peu sur le marché. Je compte moins de 5 marques qui ont un vrai plateau utilisable, en tout cas en presse à charge libre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, comme tu es grand, ça doit être plus difficile pour toi. Et de manière amusante, ma compagne a un peu le même problème que toi. Donc parce que souvent les femmes ont des jambes assez grandes, même si elles sont plus petites que nous. Et donc c'est le cas de ma compagne. Donc on va dire qu'elle a des grands fémurs. Et donc quand le plateau de la presse est trop étroit, du coup ça lui fait mal au niveau du genou, au bas du quadriceps. Et le mouvement est pas naturel. Donc du coup elle est comme toi. Quand on va dans une nouvelle salle, elle est obligée de tester toutes les presses à cuisse pour essayer de voir s'il y en a une qui lui convient. Et des fois, il y en a pas qui lui conviennent. Ah ouais, mais moi j'ai déjà fait des salles en déplacement où il y avait aucune presse à cuisse. Hein. Je pouvais pas faire de presse à cuisse du tout, en fait. Le plateau était minuscule, pourrait faire. Et ce que tu dis sur les femmes est très juste. C'est ce que j'ai remarqué dans les analyses morpho-anatomiques, c'est que souvent les femmes, je crois qu'on en a déjà parlé, ont le fémur beaucoup plus long en proportion que les hommes comparativement au tibia péroné. Donc effectivement là, ça prédispose entre guillemets à avoir des difficultés à développer les cuisses. Ouais, et puis aux douleurs au genou, dès que tu fais des flexions, il y a plus de pression, effectivement. C'est ça.
Alors du coup, moi je vais dire mon deuxième exercice pour l'entraînement avec haltère. Donc j'en avais déjà parlé aussi. Donc c'est ce que j'appelle le squat gobelet avec haltère. Donc c'est l'équivalent d'un front squat, sauf qu'à la place d'avoir la barre sur les épaules, cette fois-ci on va tenir l'haltère devant soi. Donc l'exercice a les mêmes avantages que le front squat, c'est-à-dire que si on perd le gainage, au niveau du dos, ben on n'est plus capable de tenir l'haltère et du coup l'exercice s'arrête de lui-même, ce qui permet de diminuer le risque de blessure dans le bas du dos. Et l'exercice est assez complet également. Par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il est plus difficile de tenir un haltère de, par exemple, 40 kg qu'une barre de 40 kg devant soi. Alors que pour les cuisses, le travail musculaire, grosso modo, est le même. Que ce soit un squat gobelet avec haltère de 40 kg ou un front squat à la barre de 40 kg. Ce qui fait que l'exercice est quand même moins efficace que du squat avant avec la barre. Et donc c'est pour ça que dans une séance où on va s'entraîner qu'avec haltère, faut plutôt le mettre en deuxième. Comme ça, on se fatigue bien les cuisses avec des fentes avec haltère. Et après, quand on attaque le squat gobelet, on a déjà les cuisses un peu pré-fatiguées. Et du coup, même si on ne prend un haltère que de 40 kg, ce qui est déjà difficile au squat gobelet parce que là, c'est difficile à tenir un haltère de cette taille-là, on arrive quand même à fatiguer un peu les cuisses. Même si c'est pas aussi bien que la version barre, hein, soyons clairs là-dessus. Ouais, soyons honnêtes. Quand on fait les cuisses chez soi avec des haltères, ça reste moins efficace, mais on peut quand même développer les cuisses et ce sera toujours mieux de les travailler que de ne pas les travailler. Hein. Souvent, il y a des excuses comme ça. Oui, mais j'ai pas le matériel, nanana. Non, c'est pas vrai. Il en faut peu quand même pour travailler. Du moins, ça va. On n'aura pas des cuisses comme les tiennes, mais déjà, tu auras des cuisses meilleures que la plupart des gens, et même que certaines personnes qui les entraînent à la salle en faisant des quarts de mouvement à la presse à cuisse. Ça ne donne rien. Hein. Donc, quelqu'un qui fait sérieusement avec haltère peut mieux progresser que quelqu'un qui fait pas sérieusement à la salle. Ah oui. Mais par contre, tu peux pas battre quelqu'un qui fait sérieusement à la salle. Ça, c'est pas possible. À moins qu'il soit beaucoup plus doué pour les cuisses. Moins qu'il ait un petit coup de chance. Donc, mon troisième exercice, Fabrice. Ouais. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle du split squat. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des fentes avec le pied arrière sur un banc. Oui, on appelle ça aussi squat bulgare. Voilà, tout à je fait. crois. Oui, squat bulgare aussi, split squat. Donc ça, c'est un exercice. Actuellement, je le fais plus parce que ma séance est assez dure déjà avec ce que je fais. Mais mon troisième exercice, ce serait du split squat. Donc pareil, c'est un exercice où il y a une importante part dans l'effort au niveau du gainage. Donc faut pas aller trop vite, sinon c'est compliqué. Mais ça a pas mal d'intérêt, notamment pour travailler la souplesse et la mobilité de ces fléchisseurs de hanche, donc soit ciliaque et droit antérieur, qui sont des muscles, malheureusement, vu nos habitudes journalières, où on est tout le temps assis, etc., qui sont assez raccourcis et qui nous font adopter après une mauvaise posture au repos et qui peuvent conduire donc à des blessures plus ou moins graves. Donc c'est un exercice qui va nous permettre donc d'étirer ces muscles-là et en même temps qui aura les mêmes avantages que les fentes. Donc je vous conseille, comme a dit Fabrice tout à l'heure, pour préserver les genoux, d'avancer suffisamment la jambe de devant pour pas trop avoir le genou qui dépasse la pointe de pied, voire qui reste le tibia reste vertical. Donc même si on sait que c'est pas si néfaste que ça, il n'en reste pas moins vrai que d'expérience, si on a les genoux un peu fragiles, mieux vaut moins avancer le genou, ça fait quand même du bien. Donc voilà, ce serait ça mon troisième exercice, et j'en ai fait pas mal, et ça réduit, tout à l'heure tu parlais du poids, donc de 30 kg par bras, voire un peu plus, etc. au fentes, et que ça nous limitait. Là, avec cette variante-là qui est beaucoup plus dure, 30 kg par bras, là c'est une énorme performance, hein. Il faut le dire. Oui, mais je l'ai essayé cet exercice-là et figure-toi que j'ai un peu honte, mais je vais le confesser. En fait, je ne le fais pas parce que je le trouve trop dur. Et tu sais pourquoi? Parce que quand je fais les fentes avec haltère, j'alterne une jambe sur l'autre. Donc du coup, je sais que j'ai un effort difficile pendant 1 minute 30, mais les deux jambes sont faites en fait. Ah oui. Donc après, je me repose 1 minute 30, 2 minutes, je renchaîne une série. Mais mentalement, tu vois, une fois que la série est finie, je me repose, je passe à la suivante. Mais avec le squat bulgare, en fait, on reste sur la même jambe à chaque fois. Donc on va faire ces 12 reps jambe droite. Donc on en chie bien. Et après on se dit, merde, il y a encore l'autre jambe à faire. Et franchement, quand tu fais ça toutes les semaines, je trouve que ça a un côté un peu déprimant. Et donc du coup, je préfère faire la version où on alterne une jambe sur deux. Et donc du coup, ça ne me permet pas de faire le squat bulgare. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est sûr que après le truc c'est de commencer par la jambe la plus difficile pour que l'autre soit plus facile, quoi.
si le problème est un peu psychologique, quoi. Et il me semble que cette version travaille peut-être un peu moins le fessier, ou en tout cas, moi, quand les plusieurs fois où j'ai essayé, vraiment, je sentais une congestion et une brûlure énorme au niveau du quadriceps, alors que c'est moins le cas avec les fentes arrière que je fais habituellement. Enfin, ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. On sent beaucoup plus le quadriceps parce que, comme on est vraiment en instabilité, on peut dire, pas complète, mais il y a plus d'instabilité que sur des fentes normales, ben, on est obligé de ralentir un peu plus. Et c'est vrai qu'on sent beaucoup plus le quadriceps agir. Et alors, sur cet exercice, il y a encore tout des anecdotes. Donc, je me souviens plus exactement, mais à un moment donné, il y a eu une polémique comme quoi, soi-disant, les haltérophiles bulgares, justement, délaissaient le squat arrière au profit de cet exercice. Donc, on peut retrouver une polémique sur Internet. C'était évidemment une grosse bêtise. Hein. Les haltérophiles font beaucoup de squats avant, de squats arrière, et c'est leur cœur de l'entraînement complémentaire pour les exercices d'haltérophilie. Donc jamais ils n'ont fait que ça. Mais toujours est-il que le nom vient de là, parce que soi-disant un entraîneur bulgare d'haltérophile aurait présenté cet exercice aux États-Unis et au Canada. Et après il a une certaine popularité, et puis voilà, on lui a donné le nom de squat bulgare. Ok. Donc maintenant, il y a toujours des anecdotes pour tout. Et donc je vais passer moi à mon troisième exercice. Donc c'est quelque chose qui est peu pratiqué. Il s'agit des fentes sautées. Et je vais expliquer comment j'ai découvert ce truc-là. Donc un jour j'étais en vacances, un mois à la campagne, et donc je pouvais pas entraîner mes cuisses et j'étais frustré. Je me disais je vais tout perdre. Tout ce dur travail tout au long de l'année, je vais le perdre en quelques semaines, c'est rageant. Et donc je cherchais comment faire pour entraîner mes cuisses un tant soit peu, juste au poids de corps. Et il y a bien un exercice qui permet de le faire, qui est normalement assez efficace, c'est ce qu'on appelle les pistols. En gros, c'est tu fais un squat à vide avec la jambe devant toi. Et il se trouve que cet exercice-là, c'est assez difficile, et effectivement, le quadriceps travaille bien. Faire une dizaine de reps ou une quinzaine de reps, c'est difficile. Mais je trouve que ça fait mal aux genoux, ça fait mal à la hanche, c'est pas très naturel, donc du coup, je l'aime pas trop cet exercice. Et donc ce que je me suis mis à faire, c'est à faire ma course à pied 3 fois par semaine, et à la fin de la course à pied, je faisais 4 séries de 20 répétitions de squat, donc je m'accroupis le plus possible, je saute le plus possible, je me raccroupis le plus possible, et je ressaute le plus haut possible, 20 fois, 4 séries, et après, je passe aux fentes sautées, et 4 séries de 12 répétitions. Donc l'idée c'est de faire des fentes au poids de corps en sautant et en alternant la jambe à chaque fois. Et en fait il y a une certaine difficulté parce que comme on cherche à sauter le plus haut possible à chaque fois, et ben du coup on contracte entre guillemets la cuisse le plus possible à chaque fois. Et évidemment c'est une contraction volontaire, donc on n'a pas à lutter contre une charge, donc du coup l'intensité vient de la volonté. Donc il faut vraiment chercher à sauter le plus haut possible. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en général la première série de 12, ça va à peu près. La deuxième série de 12, déjà on commence à avoir du mal à faire les derniers sauts. Et la troisième et la quatrième série de 12, elles sont assez difficiles à finir. En fait, les sauts sont tout petits. Il y a la cuisse qui brûle un max, mais vraiment, hein, ça brûle un max. Et en plus, c'est assez fatigant. Et il se trouve que voilà, pendant ce mois où j'étais à la campagne, j'avais réussi à maintenir le volume de mes cuisses en faisant du squat sauté et des fentes sautées. Et donc après, quand je me suis entraîné à la maison avec 2 haltères, donc en dehors d'une salle de gym, j'ai continué à faire cet exercice-là, et je trouve qu'il a une certaine efficacité en plus d'être assez athlétique en fait, vu que c'est des sauts sur place. Et ben ceux qui ont une certaine condition physique, qui sont pas en surpoids, qui ont la souplesse nécessaire, vous pouvez essayer de le faire en fin de séance de cuisse, 4 séries de 12. J'ai déjà essayé de faire 4 séries de 15, mais en fait, c'est pas possible. Si jamais on fait des sauts le plus haut possible à chaque fois, la cuisse s'épuise, et du coup, naturellement, on n'arrive pas à tenir les 4 séries, mais peut-être que ce sera différent pour vous. Et toujours est-il qu'en fait, l'exercice me semble assez efficace. Et je vais l'essayer demain. Je vais l'essayer demain en fin de séance pour voir. Après, comme toi, t'as des grandes cuisses, je sais pas si ça te sciera bien, mais essaye d'en faire juste une, tu verras, normalement, ça va te brûler à fond le quadriceps. Et un coup, sur YouTube, je regardais une vidéo, je sais plus, de Franco ou une star comme ça, US, de la préparation physique, et je l'ai vu en train de faire cet exercice. Donc,
je me suis dit, bah, finalement, j'avais un bon pressenti en le faisant, vu que, moi, je pense qu'ils t'ont copié, hein. Ils ont dû voir que tu faisais ça, ils t'ont vu et ils t'ont copié. Ouais, c'est sûr. T'aurais dû baptiser ça les fans de Fabrice. Et donc, du coup, si je réunis les 3 exercices que j'ai dit, donc une séance pour les cuisses qu'on ferait à la maison avec juste 2 haltères, donc je commencerai par 4 séries de 30 arrière, des séries de 12, des séries de 20, c'est pas tenable, hein, au niveau du souple, on tient pas, et des séries plus courtes, ça fait utiliser des haltères trop lourds et ça fait mal aux genoux, sauf si on est extrêmement échauffé, donc faut mieux rester sur 12 répétitions. Après, donc, on fait 4 séries de squat gobelet avec haltères. Donc là, entre 10 et 20 répétitions. Normalement, avec la pré-fatigue, ça doit être un petit peu difficile pour les cuisses, même si l'haltère est léger en comparaison de la barre. Et après, 4 séries de 30 sautés, qui, à mon avis, va être le meilleur exo de la séance pour muscler les cuisses, mais que je ferai pas en premier, parce que c'est quand même hyper exigeant pour les genoux et les hanches. Donc, du coup, je préfère le faire en dernier quand je suis déjà un peu pré-fatigué. Évidemment, par contre, si vous êtes en surpoids, faut surtout pas le faire parce que c'est des sauts. Donc du coup, ça augmente le stress sur les articulations par rapport à un exercice sans saut. Et là, vous allez vous flinguer. Donc là, ça marche que pour ceux qui ont déjà une certaine condition physique. Et si vous êtes en salle, ne faites pas les 3 exercices que je viens de vous citer dans la même séance. Sinon, vous n'allez pas rentrer chez vous. Oui, donc propose-nous une séance. Oui, parce qu'effectivement, là, on a donné nos 3 meilleurs, donc du coup, t'as pas trop parlé des ischios, tout ça. En général, j'en choisis 2. Donc, ça va être, moi, actuellement, par exemple, je fais front squat et split et fente bulgare, comme tu dis. Squat bulgare, on a dit, voilà. Je cherche le nom exact. Mais, voilà. J'évite d'en faire 3 parce que 3, là, c'est sûr que le 3e ne sert plus à rien, t'as plus du tout de force. Donc, mais plutôt 2. Et voilà, en général, je donne un exemple bateau sans parler de cycle de progression, mais si on fait 4 séries de 10 au squat avant et 4 séries de 12 sur du split squat ou squat bulgare, avant de passer aux ischio-jambiers, c'est déjà pas mal. Hein. Surtout si on progresse à chaque séance, avec pas trop de récupération, pas avec 10 minutes entre chaque série, vous devriez avoir à terme de bons progrès. Ouais, toi tu prends 2-3 minutes pour les cuisses? Là, en fin de cycle, effectivement, sur le squat avant, demain, là, je suis à 3 minutes, mais je vais démarrer mon cycle avec 2 minutes. Et sur le split squat, par contre, moi, je prends une récupération entre chaque cuisse de 45 secondes. Donc, j'alterne sans arrêt 45 secondes, 45 secondes. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, je préfère avoir un petit temps, en fait, entre chaque cuisse, plutôt qu'enchaîner les 2 côtés, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir rester gainé, en fait, parce que comme le problème, c'est le gainage là-dessus, et d'être concentré, j'aime bien me prendre un petit temps, quoi. Ah, mais moi, je suis un sportif, Fabrice, hein, tu sais. Je fais beaucoup de cardio, hein. Non, mais par exemple, tu vois, le rowing à bras, moi, je fais bras droit. Ensuite, je fais 45 secondes de pause, ou 30 ou 45, ça dépend. Et je fais bras gauche. Et après, je prends 1 minute, éventuellement 1 minute 15 de pause, et je refais bras droit. Et j'avais essayé de faire comme tu fais 45 secondes en alternance, mais je trouvais que ça faisait trop peu. Ok, ouais, non, mais moi ça va. Enfin, ça va, je suis essoufflé, mais ça va. Comme de toute façon c'est un exercice secondaire dans ma séance, étant donné que mon but c'est vraiment de progresser au squat avant, ça me gêne pas si je mets un peu moins lourd que ce que je pourrais mettre, quoi, en fait. Ouais, voilà, en fait, si on rebondissait sur un des tout premiers podcasts qu'on avait fait au début, on va dire que ton premier exercice, tu privilégies la tension mécanique, et puis là, c'est ton exercice plus stress métabolique, si on... Oui, voilà, tout à fait. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Et donc après, tu passes au ischio, donc je suppose que tu vas faire du leg curl assis, et éventuellement du soulevé de terre jambes tendues léger, peut-être? J'ai un GHR à ma salle, donc pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si c'est sur le site, mais vous pouvez taper Glutam Raise. Donc, et vous verrez, je fais ça en ce moment, donc ça j'aime bien. Donc avec du leg curl assis. Et je commence chaque séance, j'ai oublié de le dire, par les mollets. Même si ça ne se voit pas, ça fait quand même un certain moment que je travaille les mollets. Malheureusement, sans succès. Ouais, c'est qu'ils sont hauts sur tes tibias, c'est ça? Ouais, j'ai les mollets extrêmement courts, donc et en plus comme je suis très très raide des chevilles, des chevilles entre guillemets. Forcément ça n'aide pas, et pourtant je suis assez fort, hein, c'est ça qui est... Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je commence toujours la séance par les mollets, parce que sinon, en fin de séance, tu les fais pas. J'en parlais encore hier avec je sais plus qui. J'en parlais avec qui j'en parlais? Avec un de mes élèves, je crois,
que j'ai plus en coaching là, qui vient d'arrêter, et je lui disais continue bien les mollets en début de séance, parce que sinon en fin de séance tu les fais plus. Une fois que t'as les cuisses toutes congestionnées, t'as les quads, les ischios énormes, le cul énorme, t'as plus envie de faire les mollets en fait, t'as envie de rentrer chez toi. Ouais, non, c'est... Donc tu les fais en début de séance, ça te gêne pour aucun exercice. Donc comme ça en plus nickel quoi. Puis ça t'échauffe un petit peu quand t'arrives à la salle, ça te met dedans quoi. Les mollets, tu les fais à la presse à cuisse? Ouais, à la presse à cuisse évidemment, donc le meilleur exercice pour les mollets. C'est ça, bah oui, parce qu'Arnold Schwarzenegger, lui, il les faisait en style donkey, avec des jolies filles sur le dos, mais bah voilà, nous c'est la presse à cuisse. Bah ouais, mais nous de toute façon, comme on n'a pas les jolies filles, forcément c'est la presse, ouais. Ok, donc là c'était un premier exemple, donc t'as fait squat, split squat, et puis sinon il peut y avoir une séance où tu ferais squat presse à cuisse ou presse à cuisse split squat alors. Ouais, bah je ferais plutôt presse à cuisse split squat plutôt que squat presse, parce que c'est assez redondant, c'est plus des exercices sur lesquels on va jouer justement comme tu as dit sur la tension mécanique, et 2 exercices en jouant sur la tension mécanique, surtout quand ils sont très demandants physiquement et nerveusement, ça me paraît impossible à tenir à terme. Ça marche en début de cycle, ou si on débute la musculation, etc. Mais à terme, c'est pas tenable en fait. Ah. Donc, oui, c'est ça. Ah. Sinon la veille, tu stresses tellement que tu endors plus la nuit. Si tu si tu fais 5 séries de 10 au squat avant, et puis 4 séries de 20 à la presse dans la même séance, autant dire que je suis pas sûr que tu y ailles. Tu tiens 3 semaines, puis après t'es mort. Quoi. Ouais, c'est comme tu te souviens quand on faisait les séries de 20 au squat, on anticipait, et à la fin on les faisait plus, on se disait non, j'y vais pas. Là, tu disais non, j'y vais pas la séance, je redescends en série de 10. Donc c'est ça. Ok, bon bah du coup, donc celui qui s'entraîne en salle, il a 2 exemples de séances avec ce que t'as dit, puis celui qui s'entraîne à la maison ou même qui veut essayer de s'entraîner avec haltère, bah il a un exemple de séance avec ce que j'ai dit. Donc dans la version que j'ai donnée, malheureusement il n'y a pas d'exercice spécifique pour les ischios, c'est le problème quand on s'entraîne à la maison. Le seul exercice qui conviendrait, ce serait de faire du soulevé de terre jambes semi-tendues, donc qu'on appelle aussi soulevé de terre roumain avec haltère, donc léger. Et du coup, ça permettrait de solliciter de manière plus directe les ischio-jambiers, mais bon, c'est toujours tendancieux avec le bas du dos. Et là, je préfère travailler moins le bas du dos et moins les ischio-jambiers, voilà, que prendre le risque de me blesser au bas du dos. Donc du coup, j'ai pas vraiment d'exercice à proposer. Il y a ce qu'on appelle le glutam raise au sol en mettant les pieds par exemple bloqués derrière un coin de lit. Mais ça c'est un exercice qui est difficile, ça revient à faire du leg curl au poids de corps. On peut s'aider avec un élastique, mais c'est un peu compliqué, donc au final c'est tellement fastidieux qu'on le fait pas. Donc moralité, il faut espérer que les fentes arrière avec haltère sollicitent suffisamment les ischio-jambiers pour ne pas avoir un déséquilibre quadriceps ischio-jambier qui serait préjudiciable pour les genoux, mais je pense pas qu'on en arrive là. Je pense pas qu'on en arrive là avec les exercices à la maison, vu qu'on est de toute façon limité sur les charges qu'on va utiliser. Après, ce que tu soulignes, c'est un point important parce que l'entraînement des cuisses, on en a parlé un peu dans le podcast, mais c'est souvent un entraînement quand on choisit les mauvais exercices, quand on fait, surtout quand on se croit invincible et qu'en plus on n'est pas adapté morpho-anatomiquement pour. C'est un entraînement qui peut vite conduire à des problèmes au dos, à des problèmes aux genoux, à des problèmes de hanches. Et lorsqu'on n'a jamais souffert, on n'a jamais rien eu, on se rend pas compte du bonheur qu'il y a à ne pas avoir de douleur. Donc c'est pourquoi, comme tu l'as justement rappelé, les exercices dangereux entre guillemets, si on souhaite les faire, on les fait légers, en s'appliquant sur la technique, etc. Et on ne priorise pas le poids au détriment, de la bonne technique. Et quand on dit la bonne technique, en plus, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir, je sais pas, je prends l'exemple du squat, une jambe plus longue que l'autre, d'être un peu vrillé, d'avoir une scoliose, etc. Puis de se dire, je le fais bien le mouvement, et en fait, on est seulement en train de se niquer, quoi. Donc, raison de plus pour être prudent. C'est assez compliqué. Et donc là, on n'a pas parlé de l'échauffement parce qu'on avait déjà fait un podcast sur l'échauffement, mais donc il y a intérêt à bien s'échauffer pour les cuisses, donc les chevilles, les genoux, les hanches, plus l'échauffement spécifique pour chaque exercice, parce que sinon on a vite fait de se faire mal. Et donc à ce sujet, j'ai une petite anecdote. À un moment donné, donc je m'échauffais et je faisais du front squat et régulièrement j'avais mal à l'intérieur de la cuisse. Donc je sais plus si c'était au niveau du pli de laine ou au niveau de l'adducteur.
Et en fait, j'avais cette douleur régulièrement. Je comprenais pas trop d'où ça venait. Et il se trouve que j'échauffais pas assez mon adducteur en début de séance. Et du coup, j'ai rajouté du squat à vide, j'appelle ça le squat à vide grenouille. Donc en fait, c'est un squat à vide où je descends jambes assez écartées. Et juste de rajouter ce petit exercice en début de séance a fait que la douleur que j'avais régulièrement a disparu. Donc en fait, c'était un problème d'échauffement. Pareil, moi j'ai déjà eu ça, la même chose il y a quelques mois là, j'ai chauffé pas assez les adducteurs et en fait, contrairement à toi, je fais pas un squat grenouille, mais je fais ce qu'on appelle, je crois que c'est du Kojak squat, tu sais, où tu vas d'abord d'un côté puis de l'autre en fait. Je sais pas si tu vois. Non, je connais pas, je vais chercher. Ouais, sinon je t'enverrai un truc, mais ceux qui sont sur la formation super physique l'ont déjà vu parce que j'ai déjà filmé. Mais je fais ça et c'est vrai que depuis que je fais ça là, je sens que mes hanches sont beaucoup plus libres en fait. Et en étant plus libre, forcément, si t'es plus à l'aise, tu préviens les douleurs et tu prends plus de muscles. Voilà, et donc ça c'est pour la partie échauffement, et après il y a la partie étirement. Alors quelque chose que vous allez constater, c'est que si vous entraînez les cuisses sérieusement, ça va vous raidir vachement. Décidément, ça a pas mal d'inconvénients l'entraînement des cuisses. On a du mal à motiver les gens à les faire, mais... Et donc, vous avez intérêt à vous étirer bien après une séance d'entraînement des cuisses, et évidemment même après les autres séances d'entraînement. Et notamment au niveau du bas du dos et les ischio-jambiers, si vous les étirez pas alors que vous vous mettez à entraîner les cuisses, ça va vous raidir très rapidement. Donc il faut absolument s'étirer. Sinon, moi le pire c'est pareil. Comme je prends assez large, moi c'est les adducteurs et les fessiers. J'ai vraiment des courbatures horribles. Donc mais moi contrairement à toi, je fais les étirements, je fais beaucoup de mobilité avant. Donc après en fait en fin de séance ça va. Je fais juste un peu de vélo pour refaire circuler le sang à manière d'une récupération active. Mais c'est vrai que si vous échauffez mal, vous faites pas de mobilité, vous faites rien à la fin pour améliorer votre récupération, surtout les premières séances, vous allez morfler. Hein. Mais après ça va passer, je vous rassure. Au bout de 2-3 séances, ça va passer. Mais la première et la deuxième séance, vous risquez de souffrir un peu quelques jours. Vous asseoir et vous relever va être très compliqué. Et donc voilà, et qu'est-ce que vous aurez comme bénéfice si vous faites les séances cuisses qu'on a dit? Bon déjà vous aurez pas des cuisses de Romain. Hein. Normalement l'avantage des cuisses c'est que quand on les travaille à peu près sérieusement, on prend au moins assez rapidement au début. Après c'est comme d'habitude, c'est plus difficile pour gagner 1 centimètre, mais normalement ça prend assez rapidement les cuisses, comme c'est un gros muscle. Et donc ça c'est le premier bénéfice. Et si vous faites bien des fentes comme on a dit, ou des squats relativement profonds, ou de la presse à cuisse avec une grosse amplitude, il y a des chances que vous vous retrouviez avec des fesses bien rondes. Vous allez remplir vos pantalons. Vous allez remplir vos pantalons, et donc ça vous fera un avantage concurrentiel par rapport aux autres personnes de la jante masculine vis-à-vis de la jante féminine. Et si vous êtes une femme, vous aurez un avantage comparé aux autres femmes aussi. Ah oui, on n'a pas parlé des filles. Bon alors, attends, je vais juste dire un truc en quelques minutes. Le problème, c'est que les femmes veulent mettre l'accent sur les cuisses et les fesses à la salle. C'est toujours comme ça. Et du coup, elles vont sur les petites machines où on fait des extensions de hanches ou pour rapprocher les cuisses ou écarter les cuisses, enfin, ce genre de choses. Des trucs qui servent à rien. Mesdames, mesdames, je vous le dis, ça n'a beaucoup moins d'efficacité que quelques séries de fentes avec haltères, qui est vraiment l'exercice roi pour avoir les fesses rebondies. Et je pense qu'une femme qui les fait avec des haltères de 5 à 10 kilos en série de 12, à mon avis, c'est déjà très bien pour elle, et ce sera 1000 fois plus efficace que de faire des tonnes de séries d'extension de hanches à la salle. Non, mais les machines que tu cites, d'adducteurs, en général, elles sont face à face ou à côté, et c'est plus le rendez-vous un peu potin de la salle que le rendez-vous entraînement. Car dans toutes les salles que j'ai fait, à chaque fois, c'était ça, quoi. Ces deux machines-là étaient côte à côte. Les extensions de hanches, pareil. En fait, c'est le moyen de discuter, de se reposer, de venir faire un peu de social, quoi. Plutôt que de l'entraînement. Mmh. C'est vrai. Et donc, Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose sur l'entraînement des cuisses, Rudy? Non, mais je pense que c'est pas mal. Je voulais aussi un petit point rapide. Comme d'habitude, par rapport au club super physique, par rapport à partir de quel niveau on aura des grosses cuisses, même comme si tu l'as dit, au début on progresse rapidement, notamment sur les cuisses, comme c'est un gros muscle. Il faut savoir que en moyenne, ce qu'on a remarqué, c'est que pour un homme,
il aura des grosses cuisses aux alentours de 10 répétitions à 120 kg au squat ou 10 répétitions à 100 kg au squat avant. Donc de mémoire, Fabrice, c'est ce que tu faisais au mieux. Tu faisais des séries de 10 à 100, mais plusieurs, tu faisais 5 séries de 10 à 100, donc tu devais pouvoir faire peut-être une fois 10 à 120 sur une série, dans ces eaux-là. Tu confirmes ou pas? C'est-à-dire qu'aussi, oui, ça devait être dans ces eaux-là. Peut-être même que j'étais pas aussi fort que ça parce que je le faisais en squat complet sans ceinture, donc c'était un peu plus difficile. Je crois qu'avec ceinture, j'avais dû faire 10 à 120 ou 10 à 130, mais c'était pas là que j'avais eu mes plus grosses cuisses. Mes plus grosses cuisses, c'était au squat complet. Mais tout le monde peut pas en faire du squat complet, sans se faire mal au dos. Et pour les femmes, on a remarqué que c'était autour de 10 à 60 kilos que là, elle commençait vraiment à avoir des bonnes cuisses, des bons fessiers, etc. Donc, c'est le niveau moyen, c'est ce qu'on appelle les niveaux gold sur le site du club Superphysique. Et donc, quand on est naturel, c'est ça qui amène un bon niveau. Après, il y a toujours des exceptions qui font que, certains sont vraiment faits pour les cuisses, ont les quadriceps très très longs, les fémurs courts, etc. Et en faisant des performances moindres, on va avoir des cuisses énormes. Et puis, à l'inverse, malheureusement, des gens qui vont avoir les fémurs très longs, les quadriceps assez courts, et qui vont devoir faire beaucoup plus, s'ils veulent s'acharner contre le sort pour avoir des gros quadriceps. Mais en général, ces personnes-là ont des gros fessiers à la place. Donc voilà. Ce sera tout pour ce podcast, Fabrice ? Oui, donc on félicite tous ceux qui sont restés jusque-là. Évidemment, parce que ce sujet-là a été choisi par Fabrice, qui adore travailler les cuisses, même si maintenant un peu moins, vous l'avez compris, parce qu'il a peur des séances maintenant. Mais je voulais en profiter, donc comme d'habitude, pour remercier là vous êtes à 155 personnes à avoir laissé un avis de 5 étoiles sur ce podcast, donc directement sur l'application podcast sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC. Donc c'est vraiment un super service que vous nous avez rendu et que vous allez nous rendre si vous l'avez pas encore fait, en échange de ces podcasts, de nous soutenir, de montrer votre intérêt. En plus, si vous pouvez de le partager à vos amis, d'en parler autour de vous, ça c'est vraiment super. La dernière fois on était classé, je sais pas si tu l'as dit Fabrice, on était classé 9e podcast en rubrique sport, donc c'était vraiment énorme, on était devant l'équipe rugby, donc c'était assez incroyable, et tout ça c'est grâce à notre collaboration tous ensemble. Et donc, si vous souhaitez nous rendre service, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce podcast. Ça nous fera extrêmement plaisir. Comme d'habitude, on vous laisse avec plusieurs liens en rapport avec le podcast. Donc, des articles vers Kazev Viator, tous les articles dont on a parlé. Donc, faut que je réécoute pour rien oublier. Donc, tout sera en dessous du podcast pour ceux qui veulent aller plus loin. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Salut, à la semaine prochaine!